Bonjour, madame. Bonjour, enfin. Alors, bonjour, c'est un grand plaisir. Je suis docteur Badra Galoul de la Tunisie. C'est le drapeau de la Tunisie, enfin. Donc, je suis la présidente du Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaires. Aujourd'hui, notre Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaires a l'honneur de vous inviter à cette rencontre historique de notre centre avec vous, bien sûr, vous, une personnalité historique, stratège. On a étudié beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses sur vous. Aujourd'hui, pour nous, pour le Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaires, c'est un grand honneur de vous inviter avec nous pour cette conférence historique dans notre centre avec une personnalité comme vous, bien sûr, personnalité stratège, une personnalité qu'elle a beaucoup de chance pour gagner, et nous espérons bien que vous gagnerez les élections présidentielles. Très heureuse de vous rencontrer et très heureuse que vous avez même accepté notre invitation pour répondre à des questions de nos journalistes du centre, les journalistes du Centre international des études stratégiques, sécuritaires et militaires en Tunisie, et de notre journal électronique Africa Power. Et avec nos jeunes chercheurs et chercheurs, nous espérons qu'on va parler aujourd'hui de votre vision, de votre programme présidentiel et la réforme que vous allez le faire quand tu gagneras, Inch'Allah, les présidentielles à Niger. Maintenant, je sais qu'on a un peu de temps parce qu'on a perdu beaucoup de temps, mais je vais céder maintenant la parole à notre chef rédacteur de notre journal l'Africa Power, M. Youssef. Vous avez la parole et vous avez des questions pour poser à notre futur président. Donc, merci beaucoup encore. Merci beaucoup de votre patience avec nous. Et je cède le parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci infiniment de me donner l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous ainsi qu'à vos auditeurs et vos téléspectateurs aussi, qui sont très nombreux d'après nos informations. Vraiment, oui, ils sont très nombreux. Ce sont les journalistes, les chercheurs. Non seulement ils sont nombreux, mais également c'est un public de qualité. Parce que votre centre, n'est-ce pas, a beaucoup de mérite et fait beaucoup d'analyses. En tout cas, nous avons beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, M. Youssef, c'est à vous de parler maintenant et de poser les questions. Son Excellence, Monsieur Maman Ousmane, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez premier président de la République du Niger, élu démocratiquement en 1993. Vous étiez aussi président de l'Assemblée nationale au Niger. Voulez-vous bien nous mettre dans l'ambiance des préparatifs de ce grand événement? L'ambiance est la suivante. Notre pays, le Niger, arrive à un terme d'une gestion de 10 ans d'un régime. Il y a eu un premier mandat de 5 ans, puis un deuxième mandat de 5 ans qui tire à sa fin. Les élections sont en train d'être organisées pour
élire les conseillers au niveau municipal, au niveau régional, ainsi que les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, puis le président de la République. Il y a une trentaine de candidats dont je fais partie pour les présidentielles. Et nous sommes en train de parcourir le pays pour... Est-ce que vous me suivez? Oui, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Très bien. Donc, pour faire changer positivement la situation de ce pays, quelle est-elle la situation de ce pays? Depuis 10 ans, chaque année, notre cher pays, le Niger, se trouve être classé dans le concert des nations à la dernière position. 10 années successives, le Niger est le dernier pays en termes d'indice de développement humain. Calculé par les différentes institutions internationales et particulièrement au niveau du système des Nations Unies, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, où le classement est fait de tous les pays du monde en ce qui concerne la performance de leur gestion. Eh bien, malheureusement, la performance du Niger aujourd'hui, c'est celle-là. Et vous le savez, très certainement. C'est une mesure qui est faite de manière homogène au niveau de l'ensemble des pays de la communauté internationale. Je crois qu'il doit y avoir à peu près un peu moins de 200 pays qui sont évalués. Le nôtre, le Niger, se trouve être le dernier 10 ans de suite. Alors, vous comprenez que c'est préoccupant. Cet indice reflète la situation du pays et le résultat de la gestion sur le plan des besoins fondamentaux des populations, en termes d'alimentation, en termes de nutrition, en termes de santé, en termes d'éducation et les autres éléments irrelatifs au développement humain. Alors, c'est un grand défi pour nous tous. Le peuple nigérien doit écouter les uns et les autres, non seulement les programmes proposés, mais aussi les personnes, les personnalités qui sont appelées à assumer ces programmes et à les mettre en œuvre en raison de leur expérience, en raison de leur vécu, en raison de leur qualité et de leurs défauts aussi, puisque tout être humain a certes des qualités, mais aussi des défauts, et à apprécier. Eh bien, la préoccupation majeure actuelle, c'est que ces élections puissent se dérouler dans le calme, dans la sérénité, et que les résultats tels qu'ils sont exprimés par le peuple soient ceux-là qui doivent être annoncés. Vous savez, nous sommes un pays qui a connu beaucoup de turbulences, beaucoup de coups d'État, beaucoup de rébellions, beaucoup d'insécurité aussi, beaucoup de crises alimentaires, beaucoup de crises sanitaires. Alors, le fait que les élections ne soient pas transparentes, équitables, ne soient pas libres, constitue une préoccupation aussi. Nous faisons de notre mieux pour éviter justement qu'il y ait la fraude. Ça, c'est une préoccupation majeure dans ce cadre. Devant cette situation que vous avez bien décrite, quels sont les principaux thèmes et titres de vos programmes pour affronter cette situation? Excellente question. Nous avons procédé à une analyse de situation. Nous avons identifié les principaux problèmes majeurs. Évidemment,
dans un pays comme celui-là, vous entendrez beaucoup de gens vous dire que, ah oui, ben, le Niger, le dernier pays de la planète, sur tous les points que vous prenez, ben, dans ce pays-là, tout est prioritaire. Eh bien, si tout est prioritaire, ben, par quoi on va commencer? Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Oui. À l'issue d'une analyse de situation, nous avons identifié 7 préoccupations majeures. Ces préoccupations-là, une fois qu'elles seront prises en compte, je ne dirais pas totalement résolues, mais disons en grande partie résolues, elles vont chacune, de manière articulée, les unes, faciliter la résolution des autres. Et successivement, la première de nos priorités de ce programme en 7 E, les priorités, toutes, comme par hasard, commencent par la lettre E. 7 E. La première des préoccupations, c'est tout simplement l'eau. L'eau potable. L'eau pour la production agricole, l'élevage, les cultures irriguées. Parce que vous savez, au Niger, nous n'avons que 3 mois au maximum de saison de pluie. 9 mois, les paysans sont là assis, ils attendent la pluie. Il faut créer les conditions pour que l'eau soit disponible et que même pendant ces 9 mois de la saison sèche, que les paysans puissent produire au lieu d'attendre 9 mois que la pluie tombe et qu'ils puissent cultiver. Donc, l'eau, non seulement pour la production au niveau de l'agriculture, de l'élevage, au niveau de la faune, la pêche, etc., mais aussi l'eau pour la production industrielle. L'eau, c'est la vie, dit un adage. Deuxièmement, c'est l'éducation. L'éducation à tous les niveaux. Le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur, ainsi que la recherche et l'innovation. C'est très important, l'éducation, pour fournir la connaissance solide, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est très important. Sans éducation, il est difficile à l'être humain de faire face aux défis de son environnement, d'une manière générale. C'est une priorité qui vient en seconde position. Troisième priorité, c'est l'emploi, le travail, qui permet d'occuper le citoyen. Si c'est des jeunes, ils doivent être soit dans un cycle de formation ou dans un cycle de perfectionnement ou dans un milieu de travail, soit au niveau des emplois publics, au niveau des emplois privés ou tout simplement au niveau d'un entrepreneuriat où la personne est elle-même, disons, la créatrice, la promotrice et qui peut recruter d'autres. L'emploi permet non seulement d'occuper les uns et les autres, mais permet aussi de créer les biens, les services pour l'intérêt général. Voyez-vous, la question de la sécurité, qui doit être une des préoccupations de votre centre. Mais la plupart de nos jeunes qui animent les cohortes de violence, d'insécurité, djihadisme, intégrisme ou racisme ou tribalisme ou tout ce que vous voulez en isme, qui des fois ont de l'influence sur la jeunesse. Imaginons un moment qu'au niveau des différentes localités, les jeunes et les moins jeunes
puissent trouver des emplois à la mesure de leur capacité et de leurs compétences. Mais pensez-vous que tous sont des aventuriers irréductibles qui vont quitter leur terroir, qui vont aller dans l'aventure, traverser le Ténéré, traverser le Sahara, tenter de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller à la recherche soit d'un emploi, soit d'autres revenus ou de mieux-être? S'ils peuvent le trouver chez eux, ils vont y rester. Et ils ne seront pas sensibles à ceux qui veulent les amener dans d'autres aventures. C'est pour cela que l'emploi, le travail, constitue le troisième point de notre priorité. Il permet en même temps de donner aux uns et aux autres des revenus légaux, légitimes, leur permettant, disons, de faire face à leurs besoins fondamentaux. Après la question de l'emploi, vous avez la question de l'environnement. Oui, le Niger est un pays sahélien. C'est un pays enclavé, désertique, sur une plus grande proportion de son territoire national. La question de l'environnement, plus qu'ailleurs, constitue aussi un défi. Vous savez, ailleurs, c'est les préoccupations les plus acides dues au fonctionnement des industries qui dégagent des gaz à effet de serre. C'est des préoccupations de ceci, mais en ce qui nous concerne, c'est des préoccupations de survie. Disposer d'un environnement sain où l'homme peut s'épanouir, aussi bien dans les centres urbains, l'assainissement, l'évacuation des eaux usées, la création des espaces verts, etc., que au niveau des centres ruraux ou au niveau des campements nomades et autres. Donc, la question de l'environnement est une préoccupation majeure en ce qui concerne notre pays, le Niger. Vous avez aussi la préoccupation de l'énergie. Oui, l'énergie qui permet à l'homme de pouvoir multiplier sa capacité et son potentiel à faire face aux préoccupations, qu'elles soient préoccupations de production, production des biens ou production de services. C'est très important. Nous avons des paysans qui jusqu'ici fonctionnent comme les paysans du Moyen-Âge. L'usage de matériel ou d'équipement généralement nécessite de l'énergie pour remplacer la force humaine par la force des machines, des outils améliorés, performants, qui permettent de produire efficacement, qui permettent de communiquer aisément, qui permettent de créer. L'énergie, le Niger dispose de multiples sources. Nous avons le charbon, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le soleil en permanence, puisque la saison de pluie ne dure au maximum que 3 mois seulement, au mieux. Nous avons le vent, l'énergie éolienne. Il y a de nombreuses possibilités de permettre l'utilisation de l'énergie, la mettre à la disposition des citoyens partout dans le pays, au niveau adéquat, en fonction des besoins, de manière à davantage performer et sortir le pays de cette situation médiévale, j'allais dire. Il y a également la question de l'équité. Oui, la gouvernance d'une manière générale, au niveau de l'administration publique, qui est corrompue, tout le monde le sait. Vous avez certainement suivi les révélations que l'administration elle-même a eu à faire en ce qui concerne les détournements des fonds publics
destinés aux forces de défense et de sécurité. Suite au massacre qu'il y a eu à Inates, à Chinagoda, à Difa, à Tilaberi, etc., etc. C'est très important qu'il y ait une gouvernance qui soit orthodoxe avec la prévalence du respect des droits et des devoirs de chacun, notamment au niveau de l'administration. Mais la redevabilité, l'imputabilité aussi. Oui, s'il y a des manquements, les responsabilités doivent être situées, les sanctions doivent suivre de manière à ce que ça permette de discipliner davantage les uns et les autres. Mais l'impunité qui est là, qui a droit de citer depuis une dizaine d'années dans ce pays, peut-être même depuis un peu plus, mais ça s'est aggravé ces 10 dernières années. Tout simplement à cause d'une gestion patrimoniale où ce sont les PACA, comme on dit ici chez nous, c'est des questions de parents, amis, connaissances et alliés. On ne choisit pas celui qu'il faut pour le mettre à la place qu'il faut. On ne punit pas l'administration, mais aussi le secteur privé. Oui, il a besoin d'être soutenu par des mesures incitatives pour créer un environnement propice à une meilleure croissance de notre économie et à un meilleur développement. Mais vous avez aussi la question de la justice, l'équité. Oui, la perception que beaucoup de Nigériens ont aujourd'hui, c'est que la justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas impartiale. Ce qui fait que beaucoup de gens hésitent à aller faire de recours en respectant la loi. Parce que tout simplement, ils ont l'impression que non, c'est une justice qui est inféodée, qui reçoit des instructions et des ordres d'en haut. Où celui qui a raison n'est pas celui qui doit avoir raison, mais c'est le faible, etc., etc. Nous avons des éléments importants à ce niveau-là qui concernent la réforme de notre système judiciaire. Nous avons hérité d'un système judiciaire, disons, du système français. Nous comptons apporter des améliorations. D'ailleurs, les Français même qui nous ont légué cela ont commencé à apporter des réformes entre le ministère de la Justice et le parquet, n'est-ce pas? Nous entendons réformer de manière significative pour de multiples raisons. Vous savez, lorsque les gens ont le sentiment que la justice n'est pas rendue de manière impartiale, de manière équitable, ça conduit à quoi? Ça conduit, l'injustice conduit à la frustration. Et la frustration conduit à la révolte. Et la révolte conduit à la création de l'insécurité, le banditisme, etc., l'instabilité. Et oui, la question de la sécurité, la question de l'insécurité ne peut pas être détachée de la question de la gouvernance d'une manière générale. C'est pour cela qu'en ce qui nous concerne, pour être très bref, nous entendons faire en sorte que les dossiers qui s'entassent au niveau de la justice, où des gens sont en train de croupir pendant des années, puissent être décongestionnés rapidement en faisant en sorte qu'il y ait des juges spécifiques pour les juges des libertés, comme on dit, qui apprécient rapidement la nature du dossier et qui décident. Il y a des détentions qui sont indues. Il y a des détentions qui, elles, sont fondées. Oui, c'est tout à fait normal quand quelqu'un a violé la loi qu'il puisse purger sa peine. Il y a également l'absence de structure d'accélération des procédures judiciaires. Nous entendons faire en sorte qu'il y ait un juge
qui va être spécialement chargé des mises en état des dossiers. Il n'a pas autre chose à faire que de s'occuper de l'accélération de la procédure pour que le dossier soit en état d'être jugé. Il y a également le juge de l'application des peines. Vous avez des personnes qui sont condamnées, mais parce qu'elles sont placées en haut, eh bien, elles jouissent de l'impunité. Oui, elles jouissent d'une certaine impunité. Ils sont condamnés, c'est clair, c'est net, mais les dossiers traînent et on n'a pas de mécanisme pour rapidement faire en sorte que les peines qu'ils doivent purger le soient dans les meilleurs délais. Parce que c'est un élément important pour ramener la confiance. Et puis, notre système judiciaire est plutôt un centre de radicalisation des détenus. Il faut mettre fin à ça, de manière à ce que quand quelqu'un rentre en prison, eh bien, à la sortie, il ne faut pas qu'il soit encore plus radical qu'il ne l'était auparavant. Au contraire, il faut un autre système de gestion de nos centres de détention pour que, à la sortie, l'insertion, la réinsertion et la récidive puissent se faire comme il faut pour une meilleure santé de la société, pour effectivement une certaine équité et un traitement responsable, disons, des citoyens qui doivent être libres et égaux en droit et en devoir. Il y a de nombreux aspects qui touchent justement ce domaine de l'équité. Le dernier point que je vais citer, c'est la question de l'équipement, les infrastructures. Une de nos ambitions, c'est de faire en sorte que ce Niger-là, qui est enclavé, sahélien, désertique, isolé, avec 8 voisins tout autour, ce qui n'est pas courant dans le monde entier, fouiné, vous verrez vous trouverez difficilement des pays qui ont plus de 8 voisins. Eh bien, nous entendons faire en sorte que la transsaharienne, qui réunit la Méditerranée à l'Atlantique et qui traverse le Niger du nord au sud, soit une voie à caractère autoroutier. La même chose, notre national numéro 1, qui traverse le Niger de l'est à l'ouest, qui permet de connecter ce qu'on appelait l'Afrique occidentale de l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale, soit également une autoroute. Premièrement, pour faciliter les relations avec les pays voisins, pour faciliter l'approvisionnement du pays en biens et services essentiels, pour faciliter la circulation des biens et des personnes à l'intérieur même du pays et faire en sorte que beaucoup d'opportunités puissent être exploitées au mieux. L'équipement, mais ça touche aussi les différents secteurs que j'avais cités. La question de l'eau, il faut des équipements pour être efficace. La question de l'éducation, aussi bien au niveau des écoles, au niveau du corps enseignant, au niveau des classes à faire. Notre université, ça fait quelques dizaines d'années où il n'y a pas de place suffisante pour les élèves. Ils se lèvent au Sabah, à la prière du Sabah, pour aller réserver la place en amphi. Parce que sinon, les amphis sont tellement bondés que l'étudiant ne réussit pas à trouver une place pour prendre les cours, pour prendre les leçons. Infrastructure à ce niveau aussi. Pour leurs enseignants, les équipements, les travaux pratiques, les laboratoires, il faut des infrastructures à ces niveaux-là, au niveau de ces priorités que nous avons. Donc, la question de l'équipement est une question aussi transversale. Voilà, résumé, les 7 priorités de notre programme. Je vous les rappelle brièvement. La question de l'eau, la question de l'éducation, la question de l'emploi, la question de l'environnement, la question de
l'énergie, la question de l'équipement et la question de l'équité, la gouvernance, etc. Équité, même dans le cadre des relations internationales. Les intérêts supérieurs du pays doivent être préservés au regard des intérêts aussi des autres États, pour que la coopération soit mutuellement avantageuse et que les relations internationales, n'est-ce pas, soient gérées de manière profitable pour les uns et pour les autres. Voilà de manière résumée l'essentiel de nos choix que nous avons proposés aux populations de manière à ce que nous puissions faire émerger le Niger de cette situation désastreuse de dernier pays de la planète dans le concert des nations en termes d'indice de développement humain. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur Mahaman, il y a le problème aussi du terrorisme qui sévit dans la région, surtout dans la région du Sahel et du Sahara. Comment envisagerez-vous une lutte efficace contre ce flux? Je l'ai évoqué de manière indirecte. Je l'ai évoqué de manière indirecte. Parce que vous savez, et c'est pour cela que j'ai dit, imaginez que les jeunes et les moins jeunes aient de l'emploi, qu'ils soient occupés, qu'ils puissent donc avoir des revenus. Mais ils ne trouveront plus de raison de quitter leur pouvoir et d'écouter les djihadistes ou les terroristes ou les bandits armés ou les trafiquants de drogue et de tout ce qui est facteur générateur d'insécurité. Oui, pour faciliter la tâche des services de défense et de sécurité armés, eux, eh bien, il faut travailler à ce niveau-là. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une armée suffisamment équipée pour mettre fin justement à cela. Il faut le faire en faisant en sorte qu'on crée les conditions pour d'abord occuper les uns et les autres, un. Deuxièmement, du point de vue de l'éducation aussi, de manière à ce que les mentalités évoluent et que les gens se trouvent dans des situations où ils ne sont pas exposés justement à ces chants de sirènes qui les amènent dans des aventures, des fois au péril de leur vie. Voilà notre approche. Est-ce que vous considérez que le Niger a beaucoup perdu suite à la chute du régime Kadhafi? Oui, énormément. Énormément. Vous savez, la chute du régime de Kadhafi a eu des effets pervers sur notre pays qui est directement voisin. Vous savez, nous avons une frontière commune avec la Libye. Eh bien, nous avons subi un certain nombre de conséquences de cette situation-là. D'abord, les armes qui sont utilisées ici de manière illégale, pour une grande part, mais nous viennent de là-bas, dû à l'effondrement de ce régime et aux dispositions qui devraient être prises pour prévenir qu'ils ne l'ont pas été. Les personnes aussi, beaucoup de réfugiés libyens sont venus ici chez nous, y compris le propre fils de Kadhafi lui-même, vous le savez, ainsi que certains de ses collaborateurs. Mais en dehors de ceux-là, que l'on peut considérer comme rentrés avec la caution des autorités, mais vous en avez plein qui sont rentrés clandestinement, comme cela se passe au niveau de nos autres frontières. Donc, nous avons subi et nous subissons beaucoup de conséquences négatives. Qu'il faut gérer. Et un des moyens de gérer cela, c'est ce que je vous avais expliqué. La question des infrastructures, la question également de créer de nouvelles conditions
pour faire en sorte que les uns et les autres puissent plutôt être orientés vers des choses productives qui les occupent, qui sont saines, qui leur permettent de s'épanouir. Mais tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, nous allons continuer à souffrir. Mais nous sommes déjà le dernier pays du monde en termes d'indice de développement humain. Peut-on encore être plus dernier que le dernier? C'est pour cela que nous avons proposé ce programme pour l'émergence du Niger. Parce qu'il ne peut pas descendre plus bas. Ça serait une catastrophe si la même gestion que nous avons connue depuis 10 ans soit reconduite. Elle ne peut l'être que par la fraude. Et ceci risque d'être générateur de troubles et d'insécurité que je ne souhaite pas. Parce que la première élection de 2010 a été une élection truquée. Oui. Monsieur Bazoum Mohamed était vice-président du PNDS Taraya. Lorsque, Son Excellence, Monsieur Mahaman, 2010, oui, à l'occasion de ces élections de 2010, il y avait eu une manipulation qui a conduit à des rejets des listes de candidats, dont moi-même. Oui, par exemple, nous avons été disqualifiés sur les 8 régions, nous avons été disqualifiés dans 4 régions. Zender, ma propre circonscription. Maradi, Tilaberi et Agadez. Nous avons été disqualifiés indûment par des manipulations frauduleuses. Eh bien, le président Bazoum, à l'époque, a dit le mot suivant. Nous ne pouvons pas aller à des élections dans ces conditions-là, avec ce rejet massif des listes. Des gens ont été écartés comme ça indûment. Et il a ajouté, si nous allons à ces élections-là, avec ce rejet massif des listes, eh bien, les institutions qui en seront issues ne seront ni représentatives, ni légitimes, ni crédibles. Ça, ce sont les propres mots de M. Bazoum Mohamed en 2010. Tout le monde le sait. Ces élections n'ont pas été des élections justes, transparentes, équitables, reflétant l'expression de la volonté populaire. Malgré tout, nous avons estimé que ce pays a trop souffert, qu'il ne faut pas le faire souffrir davantage. Il était question, au bout de quelques mois, que la classe politique se retrouve et qu'elle trouve une autre date pour reprendre les législatives, de manière à disposer au moins d'une représentation nationale qui est l'expression de la volonté populaire. Mais non, ils ont refusé. 5 ans après, nous sommes repartis aux élections, en 2016. Vous avez dû suivre les circonstances et les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Elles n'ont pas non plus été transparentes. La preuve, c'est que le président qui était en fonction avait compéti notamment au second tour sans compétiteur, parce que son compétiteur a été jeté en prison. À vaincre sans péril, dit le poète, on triomphe sans gloire. Voilà les institutions que nous avons eues jusqu'ici. C'est pour cela que nous considérons que la santé, la sécurité, la paix et le développement de ce pays, ainsi que les influences que ça peut avoir sur ses voisins, sont conditionnés par la tenue d'élections qui soient transparentes et non pas des manipulations frauduleuses qui vont annoncer des résultats alambiqués. Source de protestation, source de troubles, source d'insécurité que nous ne souhaitons pas. Voilà. Son Excellence, Monsieur Mahaman,
vous avez déclaré qu'il est temps de renouer le pays avec lui-même. Est-ce que vous Oui, considérez qu'il y a une rupture entre les élites et le peuple? bien sûr, bien sûr. N'avez-vous pas suivi les différentes manifestations qui sont faites à l'issue des votes de la loi des finances? Oui, les populations ne se retrouvent pas. Oui, il y a une rupture entre le peuple, le Niger profond, et la gouvernance au sommet de l'État. Oui, il y a des distorsions entre le fonctionnement des différents systèmes de pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, qui doit être impartial, qui doit être neutre, etc. La justice doit être rendue, n'est-ce pas, selon la loi. Les juges doivent être indépendants, impartiaux, de manière à ce que le traitement ou le règlement des litiges et des questions de conflits, etc., soit fait de manière claire, nette et convaincante pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ainsi que le troisième pouvoir, le pouvoir législatif. Il y a des dysfonctionnements et les mécanismes de régulation de nos institutions existent, mais ils ne sont pas mis en œuvre. Je profite de l'occasion pour vous faire savoir que ici au Niger, avec le système actuel que nous avons, la Constitution et les lois, nous disposons d'un mécanisme au niveau du Conseil de la République, qui est un organe de prévention et de gestion des crises ou des conflits politiques, qui regroupe le président de la République en exercice, les anciens présidents de la République et chefs d'État, le Premier ministre en fonction, le président de l'Assemblée nationale en fonction et le chef de file de l'opposition. Eh bien, cette instance-là ne s'est réunie que 2 fois seulement. Alors que vous avez vu, vous avez su qu'il y a eu beaucoup de crises dans ce pays. Il y a eu beaucoup de drames. Tout à l'heure, vous parlez de l'insécurité. Les drames et les assassinats de quelques centaines de personnes à Chinagodem, à Inates, à Difa, à Tilaberi, c'est des morts par centaines. Ça, c'est au niveau de nos forces de défense et de sécurité qui sont exposées à cela. Une telle instance aurait pu aider, défaut de gouvernance. Si vous prenez, par exemple, au niveau social, le monde du travail, nous disposons d'un conseil national, CNDS, le Conseil national du dialogue social, où les patronats, les ouvriers se retrouvent pour traiter les questions, les litiges et leur trouver des solutions. Ça ne fonctionne pas non plus. Nous disposons d'un troisième organe, amortisseur lui aussi dans son secteur, c'est le CNDP, le Conseil national pour le dialogue politique, qui regroupe en principe la majorité qui gouverne, l'opposition, mais qui regroupe aussi ceux qui disent non, nous ne sommes pas du gouvernement, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes des non-affiliés. Eh bien, ce cadre-là, qui a servi à une bonne santé démocratique de ce pays-là, par exemple, entre 1999 et 2009, vous n'avez pas entendu parler de crise au Niger, de crise politique. Il a fallu qu'après, avec la prolongation indue du mandat à l'issue des 2 ans, qu'il y a eu ce que nous avons appelé ici le Tazarti.
et qu'il y a eu la crise et qu'il y a eu un renversement du régime par la force, l'armée est intervenue. Alors, ces mécanismes-là existent. Et même au niveau de nos universités, vous avez ce qui est appelé observatoire de la vie universitaire. Là aussi, c'est un mécanisme de régulation qui regroupe les étudiants, jeunes, bouillants, fougueux, comme partout dans le monde, les enseignants, oui, et troisièmement, le personnel administratif et technique de l'université, qui est un mécanisme donc qui permet aussi de prévenir, de gérer et de régler les conflits. Mais pendant ces 10 années-là, nos universités n'ont pas fonctionné. Tout le temps émaillé de grèves, de troubles, etc. Alors que les mécanismes existent pour gérer ces questions au mieux et avoir une éducation de qualité à tous les niveaux. Bref, c'est une question de gouvernance. On a vu les résultats que ça a donné. En termes d'indice de développement humain, le pays est régulièrement dernier pays de la planète. Alors, c'est pour cela que nous nous sommes dit, modestement et humblement, avec notre expérience, après une analyse rationnelle, proposer des priorités en 7 points que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettront à ce pays meurtri d'émerger dans l'intérêt d'abord des populations, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité nationale et internationale aussi. Parce que le Niger n'est pas isolé. Ce qui se passe au Niger peut avoir des conséquences sur les autres voisins ou les pays de la sous-région. Voilà. Son Excellence, M. Mahaman, vous avez déjà évoqué le problème de l'énergie. Quelle est votre position sur les conventions minières? Je pense que notre pays, dans le cadre de ses relations avec ses pays frères, ses pays amis, ses pays partenaires, ben, va gérer ces conventions-là, mais dans le respect du 7e point que j'avais évoqué, l'équité. L'équité. Défense des intérêts supérieurs de la nation, même dans nos relations de coopération internationale, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient humanitaires. Parce que les unes et les autres, comme vous le savez très bien, les uns et les autres défendent aussi leurs intérêts. Donc, le principe qui nous guide, c'est dans tous les accords, dans toutes les conventions, c'est le respect de la souveraineté nationale, le respect des intérêts supérieurs du Niger. Tout doit être fait en parfaite équité. Les bons comptes font les bons amis. Bon, sur le plan africain, M. Mahaman, le problème chez nombre de pays africains, c'est qu'ils comptent sur les dettes extérieures pour financer des projets. Peut-on en réalité bâtir un continent hors des propres moyens et capacités des Africains? Quelle est votre vision là-dessus? Ma vision, c'est que le pays doit d'abord compter sur lui-même. Il doit s'organiser de manière à créer les conditions d'une production et d'une capacité d'échanger avec autrui. L'aide internationale, certes, elle est nécessaire à plus d'un titre, mais elle ne doit pas être la panacée. Oui, on ne peut pas toujours compter sur autrui pour régler ces problèmes de souveraineté existentielle.
C'est pour cela que nous avons fait ce choix de cette priorité. Donc, nous sommes pour la coopération internationale, nous sommes respectueux de tous les accords conclus avec nos partenaires, nos amis traditionnels, mais dans beaucoup de cas, nous pouvons demander des améliorations en l'expliquant, en justifiant et en se faisant comprendre par nos différents partenaires. Voilà. Il paraît que M. Youssef n'est pas avec nous maintenant, mais est-ce que je peux te poser une autre question en attendant M. Youssef? J'aimerais bien voir votre vision par rapport, bien sûr, aux relations stratégiques avec les forces étrangères, surtout la France et les États-Unis, parce qu'on sait très bien que la France, c'est votre alliance traditionnelle, bien sûr, et les États-Unis, c'est une autre force qui aimerait bien s'intervenir dans le pays africain et surtout dans le Sahel. Ça lui intéresse énormément puisque c'est une grande potentiel énergétique, une grande potentiel, bien sûr, de ressources humaines, un grand marché pour les forces étrangères. Mais essentiellement, vous savez très bien que les deux pays ils sont en train de faire des conflits pour se positionner en Afrique. Donc, la France et les États-Unis, entre guillemets, et un peu la Turquie. Merci. Voyez-vous, les relations internationales du Niger ont été gérées de manière continue, de manière régulière, sans accroc particulier, depuis notre première république avec le président Diori Amen. Ensuite, avec le président, le général Kounché. Ensuite, avec également le général Ali Seydou. Quand nous étions arrivés, ça a été la continuité. Nous n'avons pas eu de conflit particulier avec un des pays que vous citez, notamment au niveau des grandes puissances. Nous n'avons pas eu non plus de conflit avec nos voisins immédiats. Il y a une règle de conduite que les uns et les autres ont toujours respectée et qui ont permis à ce pays-là, Kahenkaha, malgré les contingences, malgré les difficultés, en tout cas, de garder des relations correctes avec nos différents partenaires, notamment les grandes puissances. Elles sont toutes présentes ici, même si les unes et les autres, des fois, peuvent avoir des centres d'intérêt divergents ailleurs. Mais chez nous, en tout cas, nos différents prédécesseurs ont géré la situation de la manière que je viens de décrire, et en ce qui nous concerne, nous maintiendrons ces bonnes relations que nous avons avec nos différents partenaires. Vous savez, pour l'accession à l'indépendance du Niger, donc, entre autres, donc vraiment, sur tous les plans que vous prenez, en tout cas, les questions des relations internationales du Niger n'ont pas connu de perturbations ou de crises significatives. À chaque fois, les uns et les autres ont essayé de défendre au mieux les intérêts supérieurs de notre pays. Et en ce qui nous concerne, nous l'affirmons en mettant la question des relations et de la coopération internationale sous le sceau de l'équité, du respect mutuel de la souveraineté des États, le respect aussi de leur intégrité territoriale, et nous demandons aussi la réciprocité. Donc, l'équité.
Je reviens sur la question que j'ai lancée concernant votre relation avec Ibrahim Barim Nasra. Est-ce qu'il y avait un différent entre vous deux? Ah, premièrement, Monsieur Ibrahim Barim Nasra, vous avez parlé de nos relations, et était un promotionnaire à moi. Nous avons fait les études ensemble au lycée national du Niger, ça s'appelait à l'époque. Nous étions des camarades, nous étions des amis. Ensuite, moi, je suis parti dans les études supérieures, faire des études d'ingénieur et je suis statisticien économiste. Lui est parti dans l'armée. Par la suite, moi, quand j'avais été élu, je l'avais pris comme mon conseiller militaire. Ensuite, je l'ai nommé mon chef d'état-major particulier au niveau de mon cabinet. Puis, je l'ai envoyé pour qu'il fasse une formation, un perfectionnement rentrant dans le cadre de sa carrière militaire. Et entre-temps, une crise politique est arrivée et nous sommes allés en cohabitation parce que quand la crise politique est arrivée, j'ai dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple de se prononcer. À l'issue de ces législatives anticipées, j'ai perdu la majorité d'un seul siège. Puis, un autre siège a fait l'objet d'achat par mes opposants d'alors, ce qui fait que nous avons fait comme les Français le font, la cohabitation. Nous sommes entrés dans un régime de cohabitation. Et pendant le régime de cohabitation, des difficultés sont intervenues entre les alliés qui étaient opposés à moi, puisque c'est une cohabitation. Ils avaient la majorité à l'Assemblée. Ensuite, dans le cadre des nominations, bon, étant donné que même en cohabitation, la majorité ne nomme pas. C'est le président de la République qui nomme aux hautes fonctions au niveau de l'État, aux emplois civils et militaires. Donc, ils ont dû se dire que peut-être qu'il faut lui proposer quelqu'un qu'il peut accepter. Et leur choix s'est porté sur le général Barry. Quand ils l'ont approché, il venait juste à peine de terminer son stage à Paris. Il m'a appelé pour me dire, ah, monsieur le président, je viens d'être appelé par les gens de la nouvelle majorité. Ils m'ont demandé si je peux accepter d'être le chef d'état-major général des forces armées. Je n'ai jamais rendu ça public si ce n'est pas maintenant à l'occasion de votre interview. J'ai dit, ben oui, c'était déjà dans notre programme, c'était dans notre projet. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord, je n'accepterai pas ça. Mais si vous m'autorisez, bon, je peux aller. J'ai dit oui, je vous autorise. Et si ça m'est soumis, je vais signer votre nomination en qualité de chef d'état-major général des forces armées. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour la première fois que je le rends public. Oui. Donc, voilà, nous avons travaillé ensemble, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la cohabitation, jusqu'aux crises et à la cohabitation. Et donc, une nouvelle crise s'est produite, et puis finalement, l'armée a pris le pouvoir et il a été porté à la tête de la junte. 6 mois après,
de nouvelles élections ont été organisées. Il s'est porté candidat aussi. Je m'étais porté candidat. Les élections, ces élections-là, le coup d'État a eu lieu le 27 janvier 1996. Les élections ont été organisées 6 mois après. Je crois dans la première quinzaine du mois de juillet 1996. Dès le premier tour, avant la fin du scrutin, j'avais déjà 94,9%. Non, j'avais 54 plutôt. J'avais 54%, n'est-ce pas? Et les autres candidats, y compris lui, le général Barré, se partageaient le reste. Parce que cette élection-là, de juillet 1996, était une élection où les résultats des différents bureaux de vote étaient déclarés publiquement à la radio. Donc, pas de possibilité de manipulation. Et le résultat était ainsi. Alors, avant la fin de la soirée, donc évidemment, ceux qui étaient autour du général Barré étaient inquiets. Ils ont dit oui, mais enfin, celui qui a été débarqué il y a 6 mois, mais l'élection précédente, là, il a fallu 2 tours pour qu'il soit élu. Et voilà qu'aujourd'hui, et puis ensuite, il y a eu la crise, il y a eu le coup d'État. Maintenant, 6 mois après, on organise des élections et le voilà élu au premier tour. Alors nous, les militaires, qu'est-ce qu'on fait? Certains ont dit, oh, ben, écoutez, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de demi-coup d'État. C'est un coup d'État, il faut l'assumer. Certains ont dit, oh, écoutez, nous, si c'est ça, si vous voulez laisser ces résultats-là, nous, on va traverser la frontière. Parce que, hein, qu'est-ce que ça va donner? Le même qui a été débarqué 6 mois après, démocratiquement, le peuple le réinstalle dès le premier tour. Alors, un des camps a pris le dessus. La diffusion des résultats a été arrêtée. La radio a été coupée. Le courant, l'électricité coupée. La commission électorale nationale indépendante a été dissoute. Et le lendemain, une déclaration a été faite pour dire que le général a gagné avec 52,22% des voix. Et puis, voilà. 3 ans après, il a fait l'objet d'un assassinat à l'aéroport, à l'aéroport militaire, à l'escadrille nationale qu'on l'appelle ici. Voilà, si vous voulez, résumer un peu nos relations, si ça peut répondre à vos interrogations et à celles du public. Bon, Son Excellence, M. Maham, bien sûr, quelle sera la contribution du Niger pour dynamiser la marche de la SINSAD et celle de l'Union africaine? Comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique? La SINSAD, j'étais un des membres fondateurs. Nous étions, je crois, un certain nombre de pays autour de la Libye, où le président Kadhafi était à la tête de cet État-là. Je me rappelle qu'à un moment donné, quand nous avons retenu le nom de l'organisation, ben, nous nous sommes rendus compte qu'en abrégeant, au niveau de l'Afrique centrale ou australe,
avait un nom similaire. Et on avait eu des difficultés à changer. Et puis, une idée est venue, celle de donner 2 initiales. Sin en arabe et Swad, les 2 lettres, le Sahel et le Sahara. Voilà d'où est venu justement ce nom de cette organisation, SINSAD. J'ai vu qu'en français ou en anglais, on transcrit ça avec les caractères latins. Mais l'origine, c'était comme ça. Bref, donc, vous savez, au-delà de la SINSAD, au-delà de l'UMOA, de l'UEMOA, de la CEAO, de la CEDEAO et de l'Union africaine, le Niger a toujours eu un comportement et une attitude constante dans l'adhésion, la participation, disons, à des organisations sous-régionales. Nous n'avons pas de raison de remettre en cause ces acquis passés. Notre pays a toujours joué sa partition dans le concert des nations, que ce soit au niveau de la sous-région, de manière étroite jusqu'à l'Union africaine, ou que ce soit à d'autres niveaux. Par exemple, la francophonie. Notre tout premier président, Diori Amani, a joué un rôle important au niveau de la francophonie, avec Habib Bourguiba, de chez vous, et les autres. En ce qui me concerne également, j'ai eu à assumer la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, quand vous prenez également l'organisation de la coopération des États islamiques, nous avons un compatriote qui a eu à assumer 2 fois la responsabilité de la gestion de ça. C'est le docteur Hamid El-Gabi. Donc, c'est pour vous dire, également, Oumarou Idé a eu à présider, disons, le secrétariat général de l'OUA en son temps. C'est pour vous dire que du point de vue de nos relations extérieures, du point de vue des différentes organisations internationales auxquelles notre pays adhère, eh ben, nous avons en tout cas toujours respecté les engagements qui ont été pris et tenté d'améliorer ceux qui pouvaient l'être en bonne intelligence avec la communauté internationale. Son Excellence, Monsieur Mahaman Ousmane, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview et je cède la parole à Madame Badra en fin de cet entretien. Bonne chance et sans doute nous allons suivre de très près le déroulement des élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Youssef. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, je suis très heureuse et très honorable de votre connaissance. C'est extrêmement, vous êtes vraiment, tu as une grande vision, un grand programme, beaucoup de travail, bon courage et bonne chance, bon travail. De plus, bien sûr, la bonne gouvernance pour rattraper votre pays, les frontières, la lutte contre l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme, tout ça, et la corruption. Et il y a beaucoup de choses qui vous attendent, Monsieur le Président. Un grand merci. Vraiment, c'est un grand honneur pour notre Centre international des études stratégiques. Donc, on vous souhaite le succès du monde, on vous souhaite le bon courage et j'espère que vous gagnerez votre présidentielle, Inch'Allah. Merci beaucoup et au revoir.
Est-ce que vous avez un petit mot pour notre centre? J'ai suivi les activités de votre centre. Vraiment, je vous exprime toute mon admiration, tout mon soutien et également mes félicitations et mes vœux de bon vent pour ce centre qui fait des analyses très pertinentes et qui d'ailleurs est une nécessité. Voyez-vous, comme dit l'autre, hein, si ce centre n'existait pas, il fallait le créer parce que les préoccupations de sécurité nationale et internationale sont des préoccupations majeures. Et c'est important que des structures comme ça puissent exister dans les États et aider les acteurs et les décideurs à faire les meilleurs choix stratégiques pour l'intérêt de la sécurité et de la paix internationale. Bon vent, bon courage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, les think tanks, c'est une nécessité dans nos mondes pour le développement, pour bien sûr la bonne gouvernance et notre politique stratégique. Merci beaucoup encore une fois. Au revoir et à très bientôt avec Monsieur le Président qui a gagné dans les élections présidentielles. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup. Inch'Allah. OK. Au revoir. Au revoir.